Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau supplément, ce nouveau BADA. Comme vous savez, tous nos BADA nous conduisent en un point du monde où se trouvent des auditeurs du Nouvel Esprit Public, c'est-à-dire partout, puisque le soleil ne se couche pas sur l'empire du Nouvel Esprit Public. Et aujourd'hui, cette chaîne de complicité nous conduit en Corée où nous retrouvons David Elkaïm. David Elkaïm, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas tout à fait en Corée, vous allez nous dire où vous êtes précisément. Enfin, vous êtes en Corée, vous êtes dans le pays de la Corée du Sud, mais vous n'êtes pas, vous êtes sur une île au sud de cette île. Un mot sur la situation générale de la Corée pour rafraîchir un peu nos mémoires. Alors effectivement, je ne me trouve pas à Séoul. Nous habitons sur une île qui est au sud de la Corée, à environ une centaine de kilomètres de la péninsule, qui s'appelle l'île de Jeju, qui est donc historiquement, pendant très longtemps, ça a été le lieu de tourisme privilégié des Coréens, parce que jusqu'à la fin des années 80, c'est-à-dire jusqu'au moment où la démocratie s'est trouvée vraiment enracinée dans le pays, c'était assez compliqué pour eux de quitter le pays. Il fallait demander un passeport, l'attendre, le restituer et valider les différentes démarches pour partir à l'étranger. Donc les Coréens se sont dès qu'ils voulaient partir un petit peu se dépayser, ils allaient à Jeju, qui est cette île, qui donc est le territoire coréen, mais qui, j'allais dire, du point de vue géographique et climatique, était même appelé le Hawaï de l'Asie, parce que c'est très vert, avec une végétation luxuriante, un très beau volcan, et enfin des attractions naturelles et touristiques très intéressantes. Pendant très longtemps, c'était ça son premier. La première utilisation, si j'ose dire, de l'île. Alors depuis, évidemment, les Coréens maintenant ont toute liberté de voyager, ce qui fait que le gouvernement coréen a dû trouver d'autres façons de mettre en valeur l'île, où en gros le tissu industriel est quand même pas très très développé, à part autour de la ville principale. Donc ils ont essayé d'attirer, là pour le coup, les touristes chinois qui viennent pour d'autres raisons, pour, j'allais dire, prendre un petit bol d'air par rapport à une situation un peu plus tendue en Chine continentale en termes de liberté de communication et de ces choses-là. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc en fait, quand on est chinois, pour aller en Corée, c'est-à-dire sur la péninsule, il faut un visa. Par contre, si vous venez en touriste chinois sur l'île de Jeju uniquement, pour, je crois que c'est une semaine ou peut-être deux, vous n'avez pas besoin de visa, vous pouvez venir sur l'île, y rester 2 semaines ou une semaine et repartir. Et donc, le gouvernement a profité, donc le gouvernement local de Jeju a mis en place ce système, et du coup, il y a un afflux périodique, alors évidemment hors Covid, de touristes chinois qui viennent jouer dans les casinos, qui viennent se prendre en photo dans les très beaux paysages, et qui viennent aussi, spécificité de l'île, faire de la chirurgie esthétique. Il y a beaucoup de ça, ils ont beaucoup développé ça. Et le deuxième axe, c'est la création au sud de l'île d'un campus éducatif. C'est pas universitaire, hein, c'est avant l'équivalent du bac, donc un espèce de campus éducatif, où en fait des écoles britanniques, américaines et canadiennes ont été invitées à ouvrir leur succursale, j'allais dire, ici à Jeju, pour que les enfants coréens, les élèves coréens, puissent, dès même la maternelle, en fait, se familiariser avec le système, avec la pédagogie anglo-saxonne, dans l'espoir, après 5 ou 10 ans d'éducation de ce type-là, de maximiser leurs chances de pouvoir partir dans des universités américaines ou britanniques qui sont très recherchées. Voilà, dans la culture coréenne, l'éducation des enfants est vraiment prioritaire. Et du coup, c'est très valorisé de pouvoir partir faire des études à l'étranger. Donc c'est le troisième volet, pardon, de développement de l'île qui a été choisi par le gouvernement local. Est-ce que l'attractivité touristique dont vous venez de parler explique ce que vous me disiez avant que nous ouvrions les micros, c'est-à-dire la particularité que je vous laisse raconter vous-même de la ligne aérienne entre Jeju et Séoul? C'est ça, absolument. C'est-à-dire que donc moi, en venant ici, j'ai découvert que cette ligne Jeju-Séoul, donc ça prend à peu près 1 heure de vol,
C'est la ligne ou une des deux ou trois lignes aériennes les plus fréquentées du monde. Je pense qu'effectivement, c'est l'héritage de ce passé touristique, j'allais dire, coréen, en fait. Euh, et littéralement, vous allez à l'aéroport, il y a un avion qui décolle pour Séoul tous les quarts d'heure, il y a une multitude de compagnies, c'est vraiment, ça n'arrête pas. Et il y a même des gens il y a beaucoup de gens en fait qui font des allers-retours dans la journée et même qui travaillent, qui habitent à Séoul, qui travaillent à Séoul, pardon, la semaine et qui reviennent le week-end à Jeju si leurs enfants sont inscrits dans les écoles internationales ou pour profiter simplement d'un cadre de vie un peu plus vert. Donc voilà, moi j'étais assez surpris de découvrir ça effectivement. Il y a combien d'habitants sur l'île? Alors, il y en a environ 600 000, mais c'est un peu trompeur parce qu'il y a, je crois qu'il y a quasiment 500 000 qui sont concentrés dans la ville elle-même qui s'appelle Jeju City, en fait, on dirait en anglais. Et donc, la densité sur le reste de l'île est vraiment très, très faible, hein. Globalement, c'est très, très vert. C'est très, très vert, à part voilà, cette ville où il y a, qui est vraiment en face de la péninsule, qui concentre 80% de la population. Et qui est une ville à la coréenne moderne, c'est-à-dire avec beaucoup de gratte-ciel ou de buildings importants. Alors, c'est pas. Alors, l'activité est quand même centrée autour du port. Donc, il commence à y avoir quelques buildings, mais c'est quand même. J'allais dire, c'est vraiment une ville de province coréenne, hein. Il y a pas du tout, c'est pas du tout Séoul avec effectivement l'alignement de très hauts bâtiments. C'est beaucoup de bâtiments modernes, mais sans extravagance, et un ou deux gratte-ciel qu'on voit de loin d'ailleurs. Mais voilà, globalement, c'est vraiment plutôt une petite ville de province coréenne, quoi. Comment, quand et comment est-ce que vous avez vu arriver la pandémie à Jeju? Alors, la Corée, évidemment, compte tenu de ses liens privilégiés avec la Chine, a été un des premiers pays touchés, évidemment. Du coup, ça s'est déclaré dès fin janvier. Il commençait à parler de problèmes au virus qui a été découvert pour la première fois à Wuhan. Et en fait, tout a commencé début février parce que il y a dans la ville de Daegu, qui est la troisième ville du pays, donc sur le continent, sur la péninsule, qui est la troisième ville du pays, qui est une ville assez industrielle, dans laquelle ils ont découvert en gros le premier foyer qu'ils ont identifié, lié à une église, on dirait presque une espèce de secte en français, où en fait, ça a été un des premiers foyers parce que ils avaient fait des allers-retours avec justement la ville de Wuhan. Il y avait probablement des gens qui étaient revenus en étant contaminés. Et du coup, ils n'avaient pas du tout respecté les distances de sécurité. Ils faisaient des prières ensemble dans des lieux fermés, à se toucher, à se passer de la nourriture, à se serrer dans les bras pour se féliciter, s'encourager. Donc ça a été assez vite. Ça, c'était début février. Et du coup, très vite, les autorités, elles ont pris des mesures parce qu'elles avaient été, j'allais dire, mises en alerte par les précédents du SRAS et du MERS. Au début des années 2000 et puis en 2015. Donc très très vite, il y a des mesures assez drastiques qui ont été mises en place. Et sur votre île, c'est arrivé à quel moment? Alors, en fait, on a été servi par ça, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de contrôler, en gros, les entrées et les sorties du pays, quoi. Il suffisait bon, déjà, ils ont très vite fermé les vols internationaux pour Jeju City, donc quand on voulait partir à l'étranger ou venir de l'étranger, il fallait d'abord passer par Séoul. Du coup, ça permettait de faire un premier filtre à ce moment-là. Et après, on avait assez régulièrement donc le compte-gouttes des cas qui étaient détectés avec les itinéraires où on nous disait telle personne est arrivée à tel endroit de Jeju, elle s'est baladée tel et tel jour, elle est allée faire ses courses à cet endroit-là. Donc, on avait des moyens de savoir si on avait été potentiellement en contact avec les personnes contaminées. Et après, en fait, très vite, les Coréens, notamment la première mesure qu'ils ont prise, c'est qu'ils ont fermé les écoles. Il n'y a pas eu de confinement généralisé à part à Daegu, mais en fait, très vite, ils ont fermé les écoles. Début mars, ils ont fermé les écoles et ils ont tout de suite basculé en online learning, comme on dit ici. Donc voilà, ça a été la chose la plus impactante. Mais j'allais dire, on a été très très chanceux parce qu'on n'a pas été confinés. Pendant tout le mois de mars, le mois d'avril et le mois de mai, on allait au restaurant quasi normalement. Alors, les cinémas étaient fermés quand même. Mais il y avait des toutes petites gênes, mais on faisait ses courses sans problème, on se baladait sans problème. Voilà, ça a été tellement pris tellement tôt, j'allais dire, que nous, la vie à Jeju, elle a
elle a presque suivi son cours normal, j'allais dire. Et dans le reste de la Corée, alors la Corée du Sud est tantôt citée en exemple dans les médias français ou par les experts français, et tantôt on a l'impression que les mêmes experts et les mêmes médias surveillent la plus petite rechute ou le plus petit changement de tactique des autorités à l'égard de cette épidémie. Alors, donc, dans le reste de la Corée, comme je le disais, à part à Daegu, il n'y a pas eu de confinement généralisé. Par contre, donc très vite, il y a eu des mesures pour repérer les personnes, pour aller les chercher, pour les tester, et derrière prendre les décisions qui s'imposaient, c'est-à-dire hospitalisation ou quarantaine en établissement spécialisé ou carrément chez les gens. Ils ont mis en place des cartes de traçabilité pour les lieux où les personnes infectées ont circulé. Ils ont aussi fait des opérations de désinfection des lieux publics. Donc, il y avait ça beaucoup. Et puis, ils ont aussi dit évitez les réunions, essayez de rentrer chez vous directement le soir, mettez tout le temps un masque. Et ils ont aussi testé massivement. D'après ce que j'avais pu lire à l'époque, ils faisaient jusqu'à 60 000 tests par jour. Donc, ça permettait d'avoir une idée très précise du nombre de cas infectés. Voilà, c'est ce qui a permis, en fait, c'est les derniers chiffres que j'ai, ils ont peut-être un peu évolué, mais moi, d'après les derniers chiffres que j'avais, en tout, il y a eu 11 000 cas de Covid dans le pays, et il y a eu moins de 300 décès. Et tout ça sans confiner. Donc, ça donne quand même une idée de la capacité de réaction des autorités. Même si, comme vous le disiez, au tout début, le gouvernement avait été un petit peu accusé de ne pas avoir agi assez vite. Voilà, notamment quand il y a eu le foyer autour de Daegu. Alors, on parle très volontiers des enfants à propos de cette pandémie, nous en parlerons si vous voulez bien dans un moment, mais on parle moins souvent des personnes âgées. Les personnes âgées sont beaucoup en France dans des établissements spécialisés, les fameux EHPAD, qui ont été, dans certains cas, des mouroirs accélérés. Qu'est-ce qu'il en est de la situation des vieillards, pour employer un terme qui n'est pas convenable en Corée et à Jeju? Alors ici, c'est particulièrement sensible parce que, comme vous le savez certainement, la Corée est un des pays où la population dont la population est vraiment en train de vieillir, à tel point que, selon certaines projections, la population globale du pays pourrait être divisée de moitié en 2100 entre en fait le vieillissement de la population et la très faible natalité. Donc, voilà, la question des personnes âgées s'est posée de façon accrue. Alors, moi, de ce que j'en ai compris, il n'y a pas le même système d'EHPAD ici. Premièrement, parce qu'en fait, la tradition selon laquelle les enfants s'occupent des parents quand ils arrivent à la retraite est toujours d'actualité. C'est-à-dire que voilà, si les vieilles personnes ne peuvent pas vivre seules, elles sont accueillies dans le foyer. Alors, et ça rejoint aussi un petit peu la question de l'inégalité des genres par rapport à cette situation, c'est que c'est très souvent il y a une des filles en fait qui est chargée de s'occuper des parents vieillissants. Par ailleurs, l'autre élément, c'est que ici, le système de retraite étant ce qu'il est, c'est-à-dire la couverture est très très faible, on est assez surpris de voir très souvent des personnes dont en France on se dirait bon bah cette personne a bien mérité d'aller se reposer, de prendre sa retraite, continuer à travailler parce que donc la pension de retraite est très très faible et je crois que même elle ne permet pas de vivre dans des conditions satisfaisantes la plupart du temps. Donc très souvent, quand vous allez dans les magasins ou dans les résidences, le veilleur de nuit, le gardien, c'est quelqu'un qui, alors d'apparence évidemment, je ne vais pas demander les papiers, mais d'apparence à entre 70 et 75 ans, mais qui vraisemblablement est obligé de travailler parce qu'il n'est pas couvert, ses enfants n'ont peut-être pas les moyens de subvenir à ses besoins, et donc il est bien obligé de continuer à travailler comme ça, même si vraiment, voilà, c'est des gens qui ont l'air très fatigués. Donc, de ce que j'ai compris, il n'y a pas eu une hécatombe comme il y a pu y avoir en France, enfin, si je peux employer ce terme-là, il n'y a pas eu la même hécatombe pour les personnes âgées ici en Corée. De la Corée, on a des images contradictoires.
on a les images d'une espèce de grande entreprise où tout le monde est au travail et tout le monde participe et tout le monde est soucieux de la prospérité nationale. Et puis on a les images des révoltes étudiantes qui rassemblent beaucoup de ces étudiantes et de ces étudiants dans les rues qui peuvent prendre des formes assez musclées. Laquelle de ces Corées, ou peut-être les deux, ont-elles été le plus présentes pendant cette pandémie? Alors, c'est très vrai on a souvent ces images contradictoires. Euh, euh, J'allais dire, alors, je ne sais pas si c'est le terme de civisme, parce que moi, je suis toujours un petit peu embêté quand on fait une forme de culturalisme en disant les Coréens sont civiques, les Japonais sont disciplinés. Je suis un peu réfractaire à ce genre d'approche. Ce que j'ai constaté, par contre, c'est que globalement, j'allais dire, la question du masque n'en est pas une. C'est-à-dire que c'est systématique, les gens portent les masques sans discuter, et même avant le Covid, très souvent dans la rue, ici à Jeju, à Séoul, partout, vous voyez des gens, dès qu'ils ont un rhume ou quelque chose, ils ont un masque. Donc ça, c'était assez simple. Globalement, les distances de sécurité étaient respectées. Il y a j'allais dire, les contacts, on touche beaucoup moins les gens. Enfin, évidemment, on ne se fait pas la bise. Pour montrer son respect, on s'incline, on évite de rentrer en contact. Il y a une espèce de distance par rapport aux autres personnes. Donc ça a aussi facilité les choses. Après, au-delà de l'aspect strictement culturel, c'est que ici, quand vous respectez pas ce genre de choses, j'allais dire, les amendes sont très très sévères, très très sévères, à tel point. Enfin, donc c'est souvent des amendes, c'est financier quand même, hein, mais ça peut monter à plusieurs dizaines de milliers d'euros, y compris quand en fait vous avez transmis. Là, il y avait ce cas il y a pas longtemps. Il y a une dame qui est venue justement, elle est venue à Jeju en voyage d'affaires. C'était tout à fait légal et elle ne savait pas du tout qu'elle avait le Covid, sauf qu'elle l'avait. Et du coup, elle l'a transmis complètement involontairement à ses contacts professionnels, quoi. Elle ne le savait pas. C'était dans la période où, en fait, d'incubation, elle n'avait pas les symptômes. Enfin bref. Et donc, quand, en fait, après, on s'est rendu compte qu'elle l'avait eu et qu'elle l'avait transmis, bah, elle a quand même été condamnée à payer une amende assez forte. Donc, au-delà du civisme, qui est peut-être ni plus ni moins important qu'en France ou ailleurs, c'est que comme j'allais dire, les lois sont appliquées de façon vraiment très très stricte, ben, on voit moins ouvertement, en tout cas, de cas où elles sont enfreintes, quoi. Le civisme est encouragé par la sévérité. Vous, vous avez parlé tout à l'heure de la situation démographique de la Corée, pays vieillissant et pays dans lequel les familles ont, si elles le peuvent, la plupart du temps, ont un seul enfant. Qu'est-ce qui s'est concentré autour des enfants pendant la pandémie et encore aujourd'hui, puisque cette pandémie est loin d'être terminée? Alors effectivement, donc il n'y a pas du tout de politique d'enfant unique, hein, comme en Chine. Au contraire, hein, le gouvernement il incite les parents à avoir un, deux, voire trois enfants. Alors évidemment, il suffit, pour inciter vraiment, il faudrait mettre en place des systèmes, j'allais dire, on regarde beaucoup vers la France pour ça, c'est-à-dire déjà que dans la société, ce soit pas perçu comme, j'allais dire, un problème que des femmes reprennent le travail assez vite après la naissance, parce que ici c'est quand même encore ça, qu'on fasse en sorte qu'elles puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale, ce qui n'est pas énormément fait. Et que le partage des tâches domestiques entre l'homme et la femme soit un peu plus égalitaire. Alors évidemment, ça change, hein. Je décris une situation internationale qui change, mais qui change visiblement pas très très vite. Par ailleurs, j'avais lu des travaux intéressants d'Emmanuel Todd sur la structure familiale de la Corée qui lui permettait d'expliquer aussi un petit peu cette baisse de la natalité. Et plus spécifiquement par rapport au Covid, je dirais que ça a un petit peu renforcé l'idée selon laquelle, j'allais dire, le rêve d'ascension sociale de la famille, il est porté par l'enfant. Donc, très souvent, l'enfant devient un peu le projet familial. C'est assez visible
quand on est invité dans des familles coréennes, dans un appartement, les 3/4 des pièces sont consacrées à l'enfant. Il y a sa chambre, le salon qui est sa bibliothèque, une troisième chambre qui est la salle d'éveil, de jeu, de lecture, et les parents, et des fois les parents et la grand-mère qui habite ici aussi avec les parents pour contribuer à l'éducation de l'enfant. En fait, ils arrivent à se réserver une petite chambre coincée au fond, parce que vraiment l'enfant est le centre du projet. Et pendant la pandémie, moi, l'impression que ça m'a donné, c'est que ça a renforcé ce problème dans le sens où les parents disaient, comme il n'y a pas d'école, il va falloir que tu suives les cours en ligne de façon très assidue et que après les cours en ligne, tu continues à faire ce qu'ils appellent ici les Hogwans, qui sont en fait les cours particuliers que tous les enfants depuis l'âge de 7-8 ans, des fois même avant, font après l'école et le week-end et pendant les vacances, où ils refont des maths, ils refont de l'anglais, ils refont des sciences. Des fois, c'est un peu plus, ça participe un petit peu plus à l'éveil quand c'est du dessin ou de la musique, mais toujours dans un aspect, dans une perspective de marquer des points pour se donner encore plus de chances d'avoir des bonnes notes et d'avoir un meilleur dossier, et donc d'avoir plus de chances d'intégrer une bonne université coréenne ou coréenne internationale. Donc la pression sur les enfants, elle est vraiment énorme. Nous, en tant que parents occidentaux, on est en décalage complet assez souvent parce qu'on essaie d'organiser des rendez-vous pour que les enfants jouent ensemble, et très souvent le parent coréen dit oui, mais là il a natation, oui, mais là il a dessin, oui, mais là il a maths. Donc, et pendant les vacances c'est pareil, on leur dit alors qu'est-ce que vous faites pendant les vacances, et les enfants vous disent moi je reste là parce que je vais au Won toute la journée. Je caricature un petit peu bien sûr, mais alors que les Européens, les anglo-saxons qui sont ici, on dit moi je vais profiter d'être là pour aller au Japon, en Taïwan, en Chine, au Vietnam. Eux, c'est quand même très très centré autour de ça. Alors j'allais dire la phase pile, c'est que du coup, dans les enquêtes PISA, en fait, les Coréens, je crois qu'ils sont dans les 2 ou 3 premiers au monde. Donc le niveau d'éducation est vraiment très très élevé. Mais il y a aussi malheureusement un taux de suicide, et notamment de suicide des jeunes, qui est aussi très très élevé. C'est un des plus élevés de l'OCDE. Et encore une fois, la natalité baisse énormément parce qu'il y a beaucoup d'injonctions contradictoires par rapport à ça, notamment pour les jeunes filles et pour les femmes. Oui, l'enfance, c'est un métier, quoi. Et à temps plein en plus. Vous parliez des relations entre les enfants expatriés et les enfants coréens. J'ai oublié de vous demander ça tout à l'heure, mais vous êtes en Corée depuis combien de temps? Alors nous, on est arrivé à l'été 2016, parce que mon épouse est prof dans une des écoles dont je parlais tout à l'heure, dans une des écoles internationales ici qui ont été ouvertes. Et vous vous êtes intégré facilement. Comment est-ce que ça s'est passé? D'abord, il y a l'obstacle de la langue, j'imagine, mais comment est-ce que vous avez trouvé votre place à Jeju? Alors, j'allais dire, de prime abord, c'est très facile. C'est-à-dire que les Coréens sont souvent très contents de discuter avec des étrangers. Ils sont très gentils, très serviables. Il y a une tranquillité publique qui est j'allais dire, sans équivalent par rapport à la France, même s'il ne faut pas du tout caricaturer la France. Mais ici, la sécurité du quotidien, pour reprendre la terminologie consacrée, c'est pas du tout un problème. Ça, c'est même pas une question. C'est-à-dire que vous laissez votre téléphone, vous laissez votre porte-monnaie sur la table pendant que vous êtes en train de boire un café, vous allez faire autre chose, vous revenez, soit on vous court après pour vous dire attention, vous les avez oubliés, soit ils sont là, ils n'ont pas bougé. Donc ça, voilà. Ça veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas de délinquance, parce que c'est tout un... évidemment, il y a une délinquance, il y a de la corruption, il y a tout ce qu'on veut. Simplement, ça se fait pas dans la rue. C'est de ce que j'avais lu aussi, c'est des choses qui ont été presque un peu négociées avec la mafia et les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre disent moi, je contrôle la tranquillité publique dans les rues. Tant qu'il s'y passe rien, on vous embêtera pas. Ce qui se passe à l'intérieur des maisons, ça ne nous concerne pas, entre guillemets. Donc voilà. Donc de ce point de vue-là, c'était très facile. Du point de vue épique, donc les Coréens, ils aiment vraiment discuter avec les étrangers quand ils le peuvent, évidemment. Alors ma grande faute, c'est que mon coréen est même pas rudimentaire, c'est-à-dire que l'alphabet est assez facile à apprendre, mais la langue est très compliquée. Donc j'avoue que je ne peux pas m'exprimer de façon courante en coréen. Mais ici, on est aussi dans un endroit assez
privilégié dans le sens où les gens qui sont ici, très souvent, il y a au moins un des deux parents qui a de bonnes notions d'anglais. Donc, on arrive assez facilement à communiquer. Et donc, ils sont très sympas. Ça arrive de boire des verres, de boire des cafés. Et même, de temps en temps, on peut être invité à aller boire un café avec les parents dans les maisons. Après, il y a quand même assez vite une espèce de barrière qui est absolument pas de l'hostilité, mais en tout cas, nous, les familles coréennes qu'on a pu fréquenter, il y a il y a certaines traditions qui nous échapperont toujours, qu'on peut pas trop, enfin, une espèce de barrière un peu invisible qu'on dépassera jamais. Mais encore une fois, sans aucune agressivité. Donc, on est vraiment très, très bien accueillis. Voilà. Mais ici, c'est un endroit particulier, c'est-à-dire que c'est presque une petite Europe ou un petit monde occidental sur pilotis avec beaucoup de Coréens autour qui sont familiarisés avec ça et avec la langue. Dans le reste du pays, à part à Séoul ou à Busan ou à Daegu, qui sont quand même des très grandes villes, je crois que c'est plus compliqué, notamment parce qu'il y a la barrière de la langue. Voilà. Mais ici, c'était assez facile, très honnêtement. Alors, peut-être une dernière question. Est-ce que la Corée du Nord est présente pendant cette période de la pandémie sous la forme réelle ou sous la forme fantasmée? Alors, évidemment, le conflit avec la Corée du Nord, c'est un peu la grande affaire. Mais là où il y a une forme de paradoxe, c'est que on a presque l'impression que ceux qui y pensent le plus, c'est pas les Coréens, c'est les Occidentaux. C'est-à-dire que nous, quand on pense Corée, on pense tout de suite Corée du Nord. Eux, ici, ils se sont fait à l'idée qu'il y a une espèce de tension permanente, même si elle a bien, bien diminué, hein, depuis notamment les années 70 ou 80, où là, pour le coup, il y avait un vrai risque d'invasion militaire par le Nord. Maintenant, ce risque a complètement disparu, évidemment. Donc, maintenant, le sentiment qu'il y a, c'est à la fois que il y a aucun, enfin, de ce que j'en ai perçu, hein, il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils se considèrent toujours comme un seul et même peuple qui a vocation à être réunifié un jour. Après, je crois qu'ils sont assez pessimistes à court terme. Ils ne voient pas trop comment on pourrait sortir de cette situation de façon, voilà, de façon rapide. Et donc, il y a plus une forme de tristesse, en fait, vis-à-vis de ça, parce qu'il y a encore des gens dont une partie de leur famille qui est là-bas et qui savent qu'ils souffrent. Alors, évidemment, avec le Covid, même si c'est très opaque et je crois que le gouvernement nord-coréen a annoncé fièrement qu'il y avait 0 cas, 0 mort en Corée, bon, c'est quand même peu probable. Donc, ils se disent que la situation doit être assez terrible en Corée du Nord. Et ça a été aussi parasité par toutes les affaires entre les tirs de missiles, les essais, les sommets avec Trump, où il y a eu à la fois des espoirs et des grandes désillusions. Même si de ce que j'en ai lu aussi, il semblerait que finalement, il y ait un espoir et une réelle possibilité de début de rapprochement avec le Nord malgré Trump, j'allais dire. Notamment parce que en fait, au Nord, le moment s'y prête. Alors, c'est peut-être remis en cause par le Covid, mais globalement, ils sont plutôt dans cet esprit-là de développer les liens économiques. Parce qu'en fait, que ce soit au Nord ou au Sud, ce sentiment d'appartenance commune à un peuple coréen, avec même, donc il y a deux Corées, mais il y en a même une troisième, avec la minorité, ce qu'on appelle la troisième Corée, c'est-à-dire la minorité coréenne de Chine. Il y a ce sentiment d'appartenance commune, pardon, au peuple coréen. Et il y a au nord et au sud une forme d'urgence, c'est-à-dire que tous les jours, les liens entre la Chine et la Corée du Nord se développent de façon tellement rapide que le Nord comme le Sud sont conscients que s'ils ne se rapprochent pas assez rapidement, ben en fait, la Corée du Nord va tomber complètement dans l'orbite de la Chine et que du coup, ça paralysera toute possibilité de réunification future. David Elken, je vous remercie beaucoup de nous avoir éclairés depuis l'île de Jeju, où je me vois déjà venir passer, faire une visite aux différents auditeurs du Nouvel Esprit Public. Enfin, je n'en ai pas trouvé à Jeju pour vous dire, mais peut-être justement, après cette émission, vont-ils se manifester en masse et pourrons-nous organiser une émission en public sur l'île de Jeju, dont, en tout cas, les qualités de notre activité touristique me semblent extrêmement tentantes. Merci beaucoup, David Elken. J'aurai grand plaisir à vous accueillir. Merci à vous. Merci. 1, 0. David Elken, merci de nous avoir éclairés, mais avant de nous quitter, je crois que vous avez songé à nous éclairer sur la situation de la Corée à travers deux proverbes.
Oui, voilà, c'est ces 2 proverbes qu'on a coutume de citer sur la position, géopolitique et géostratégique de la Corée qui me semble assez éclairant. Le premier, c'est, de ce que j'en ai compris, c'est un proverbe chinois qui dit que la Corée, c'est la lèvre qui protège les dents. C'est-à-dire que la situation de promontoire de la péninsule coréenne, fait qu'en fait, elle est là uniquement pour, subir les premiers assauts de la puissance militaire japonaise, heu qui permet évidemment derrière à la Chine de ne pas avoir encaissé le premier coup. Et le deuxième, ça pour le coup, c'est un proverbe coréen qui dit: «Quand les baleines se battent, les crevettes ont le dos brisé», qui montre bien que la Corée, elle se retrouve coincée entre les géants qui s'affrontent. Hier, Chine et Japon, donc aujourd'hui, Chine, Japon, mais aussi États-Unis et Russie. Et cette situation d'être entre le marteau et l'enclume est quelque chose qui, à mon sens, résume bien voilà, les problématiques contemporaines de la Corée, mais aussi quelque part de la Corée ancestrale. Oui, et le sentiment d'appartenance commune. Exactement. David Elkaïm, merci beaucoup et peut-être à bientôt à Jeju. Avec grand plaisir. Merci à vous.